Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour parler avec vous, faire avec vous les commentaires astrologiques pour la période du 27 décembre 2023 au 4 janvier 2024, la troisième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, car du point de vue de la lune, nous ne sommes pas encore entrés dans l'hiver, mais c'est le point de vue de la lune. Du point de vue du soleil, nous sommes bien entrés dans l'hiver le 22 décembre au moment du solstice. Et donc, à partir de là, les jours commencent à rallonger. Donc, je vous invite à regarder le bulletin astronomique si ce n'est déjà fait, où j'explique un petit peu plus ceci en détail. Nous allons parler dans ces commentaires astrologiques des événements du moment. Donc, la Terre au périhélie, le Soleil au périgée, ça revient au même. Périhélie, ça veut dire au plus près du Soleil, donc ça concerne la Terre. Périgée, ça veut dire au plus près de la Terre, donc ça concerne le Soleil. Et donc cette année, c'est le 3 janvier, c'est de bonne heure parce que justement, ça tombe à peu près au moment du dernier quartier, je vous ai expliqué ça. Nous parlerons de la reprise du mouvement direct de Jupiter le 31 décembre et de Mercure le 2 janvier. Et nous allons regarder un petit peu les thèmes astrologiques, bien sûr, de cette période. Alors, merci beaucoup de mettre, si vous mettez un pouce, j'aime, vos commentaires. Hein, n'hésitez pas, faites part de vos remarques et de vos questions. Ça fait progresser tout le monde. Et puis, j'ai toujours grand plaisir à y répondre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas à nous laisser un petit tip pour qu'on puisse continuer à progresser avec vous, vous apporter toujours le meilleur. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore. Et il faut dire que je tire un peu la vache par les deux bouts. Pour ce qui est du signe du taureau, alors c'est un peu rigolo. Alors allons-y de la pleine lune, donc le 27 décembre à 1h34 jusqu'au dernier quartier, le 4 janvier à 4h30. Voilà. Donc la nuit de la pleine lune du 26 au 27 décembre, la pleine lune la plus haute de l'année, car en plus elle est en latitude nord et en déclinaison nord maximale, hors limite zodiacale encore au moment de la pleine lune, bien qu'elle va redescendre en latitude et en déclinaison tout au cours de la semaine. Mais dans la semaine qui vient de passer, vous avez peut-être pu observer la lune et voir que chaque soir, elle montait plus haut dans le ciel jour en jour, hormis en plus le fait qu'elle se décale d'environ 1 heure chaque jour. Elle se lève, culmine et se couche en moyenne 1 heure chaque jour, plus tard que la veille. Si vous l'observez tous les jours, quand elle passe au méridien, donc direction sud, eh bien, vous la voyez, vous pouvez constater, vous avez pu constater qu'elle était de plus en plus haute. Et là, on va constater au cours de la semaine qui vient et de la suivante qu'elle culmine de plus en plus bas. Et donc, on l'aura dans le ciel de plus en plus tard, en première moitié de nuit, cette semaine. Donc, on va regarder, d'abord, on va parler un petit peu du périhélie, dont je partage l'écran pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Et voilà, je vous ai mis un petit dessin pour comprendre. Périhélie, ça veut dire au plus près du Soleil. Et donc, si on est du point de vue de la Terre, on parlera de périgée du Soleil. Parce que, en fait, alors le dessin, l'orbite est elliptique, mais c'est très, très, très exagéré, bien sûr, sur le dessin. Hein. C'est pour qu'on comprenne bien. Les orbites des planètes, celles de la Terre n'y échappent pas, sont quasiment circulaires. C'est d'ailleurs celle de Mercure la plus elliptique, mais néanmoins, elles ont tout un point de leur orbite où elles sont au plus près du Soleil et le point opposé où elles sont au plus loin. Quand elles s'approchent, tant qu'elles vont de l'aphélie au périhélie, les planètes accélèrent sur leur orbite. Et quand elles vont du périhélie à l'aphélie, elles décélèrent, elles ralentissent. Donc ça a un impact sur la durée réelle
du jour. C'est pour ça qu'on a le phénomène de l'équation de temps, dont on parle quand elle est à son maximum, à son minimum ou quand elle est nulle. Et donc, en ce moment, le midi moyen a lieu et le minuit moyen, donc également, ont lieu de plus en plus tard par rapport au midi, au minuit vrai. L'équation de temps était nulle le 25 décembre. Jusqu'au mois de février, le jour augmente, mais se décale de toute façon vers le soir. Il augmente plus sur le soir que sur le matin. Voilà, donc c'est un moment important et dont la date est, qui a lieu de nos jours, toujours entre le 1er et le 6 janvier, mais c'est variable parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour ceci, parce que la Terre n'est pas toute seule, elle est accompagnée par la Lune, donc c'est le barycentre du couple Terre-Lune, en fait, qui va fixer l'événement. Et quand la Lune est à son dernier quartier, c'est là qu'on a affaire aux périhélies les plus précoces, c'est-à-dire 1er, 2, 3 janvier. Et quand elle est à son premier quartier, c'est là qu'on a affaire aux périhélies les plus tardifs, c'est-à-dire 4, 5, 6 janvier, pour notre époque, car ce grand axe des absides, on l'appelle l'axe des périhéliaphélies, progresse lentement d'environ 1 degré par siècle sur le zodiaque, donc fait un tour en un peu plus de 10 000 ans. Ça fait partie des grands cycles que l'on considère d'ailleurs pour étudier le climat, par exemple, sur les longues périodes de temps. Et il y a plusieurs grands cycles que je vous apprendrai à différencier et à distinguer. Il y a aussi celui de l'axe des nœuds et donc celui des absides, en plus de celui de la précession des équinoxes. Donc il y a 3 grands cycles qui durent de 10 à 30 000 ans et qui s'interconnectent. C'est un domaine très intéressant à étudier, un petit peu ma spécialité. Je vais ensuite vous parler donc de Mercure et de Jupiter. Jupiter qui reprend donc son mouvement direct. Alors, on va aller voir les thèmes maintenant directement. D'images, à part quand on va parler du RET du zodiaque. Donc, le thème de la pleine lune. Donc, dans le thème de la pleine lune, bah, Jupiter est encore rétrograde, elle est dans le signe du taureau. On observe ça bien sûr en géocentrique, donc ici, le thème géocentrique de la pleine lune. Ascendant balance, ascendant bélier, la lune culminant pratiquement à l'heure de la pleine lune, juste, en fait, elle culmine juste avant l'heure de la pleine lune pour nos régions, nos longitudes. Et donc, elle est opposée au Soleil, bien entendu, c'est la pleine lune, c'est le principe numéro 1 de la pleine lune, c'est l'opposition lune-soleil. Donc, 5e degré Cancer, 5e degré Capricorne pour le Soleil, qui est non loin de Mars-Mercure, qui sont conjoints aussi. Il y a aussi petite. Et on va s'attendre à quelque chose qui dérape très très vite et qui a de grandes conséquences, hein, avec Mercure conjoint Mars, donc ça a lieu le 28. Mercure qui est rétrograde encore, mais qui reprend son mouvement direct donc le 2 janvier. Donc on va assister à nouveau ensuite à une autre conjonction Mercure-Mars courant janvier. Vous trouverez la date dans l'article. Je vous invite à lire l'article. Tous les détails que j'ai plus précisément en tête sont bien précisément inscrits dans l'article. Et donc, voilà, ça se passe en Sagittaire, tout près du degré solaire de notre président de la République. Alors hier, j'ai entendu une vidéo sur géopolitique profonde, fort intéressante, parce que c'est quelque chose que j'appréhende aussi de la même manière depuis qu'on a entendu parler d'Emmanuel Macron, donc depuis le début 2017, et fait son thème. Bon, on parle de l'antéchrist, je le vois bien comme ça aussi, et c'est ce qu'il nous faut pour faire jaillir le Christ. Donc, pas non plus, on est dans ces temps de révélation. Et alors là, je trouve qu'avec cette conjonction Mercure qui recule encore
Mercure-Mars le 28, puis qui va revenir Mercure-Mars très vite en juillet, en Sagittaire, toute fin du Sagittaire, là où vraiment on touche le fond. Et Emmanuel Macron, son soleil au dernier degré du signe du Sagittaire, juste avant le solstice. On va vraiment toucher le fond, puis là, il faut, chaque fois qu'on parle de Mercure-Mars, il y a un revirement, renversement, et une manipulation à grande échelle avec le Sagittaire, qui est incluse dans la pleine lune, puisque la lune fait quand même aussi l'opposition à Mars et Mercure. Donc, je suis parti à vous parler de ça. Bah, c'était peut-être le plus important. Regardez sur le thème de cette pleine lune. Donc, l'axe méridien donc, est dans un signe, le signe des ensembles fermés, donc une vision globale, totale, où on pense les choses en mode unitaire, à moins qu'on ait également conscience justement du contre-pôle qui est là, bien entendu, présent et qui commence à grandir. Donc le contre-pôle du jour pour la nuit maximale de l'hémisphère nord, évidemment c'est le contre-pôle nocturne pour le jour maximal de l'hémisphère sud en regard. Et donc voilà, et donc avec un ascendant, bah, du coup, balance bélier, là où justement il va falloir apprendre à équilibrer, faire la part des choses. Et donc cette pleine lune se voit aussi marquée par l'opposition Vénus-Uranus dans l'axe Scorpion-Taureau, celui qui mord le plus. Et là, on va parler de torsion, hein, également de renversement, de trucs qui vous tournent la tête, car il y a le cœur, il y a l'affection, il y a ce qu'on aime avec Vénus, et puis il y a ce qui vous propulse vers le haut, la fusée uranienne. Donc, soit c'est l'emballement, la griserie totale, soit c'est l'emprise totale. Il y a une forte emprise. Alors, c'est détendu par Jupiter Taureau qui va apporter un peu de bon sens, hein, et qui va reprendre donc son mouvement direct. Et donc, on regarde l'opposition, puis on regarde, donc l'opposition, elle est ici. Et non, c'est pas celle-ci, c'est la pleine lune, excusez-moi, qui est détendue par Jupiter Taureau. Donc, Jupiter Taureau qui forme sextile trigone à la pleine lune, donc qui va apporter du constructif. Un Jupiter qui est juste carré à Pluton. Bon, il ne va pas falloir se tromper. Il peut y avoir des idées fausses par là-dessous. Et sextile à Saturne, on a un côté pragmatique, réfléchi, puisque nous sommes en signe d'inhibition, hein, la lune cancer, taureau pour Jupiter et poisson pour Saturne. Donc les planètes Jupiter et Saturne, qui sont les planètes de l'existence, les relais de l'existence extensive, c'est réaliste et constructif. Voilà. Saturne met les fondations, déconstruit ce qu'il faut déconstruire, ce à quoi elle s'applique bien au poisson. Là. On est en train de finir d'évacuer tous les oripeaux du vieux monde jusqu'à 2025. Hein. L'année 2024 va être une année sacrément où beaucoup de choses vont encore beaucoup de choses vont être balayées, et pour que s'instaure un nouvel ordre. Alors, un ordre, parce qu'on ne peut pas dire autrement, hein, avec Jupiter et Uranus qui vont être conjointes en avril dans le signe du taureau, c'est donc force d'inhibition naturelle, induction négative, qui a une conduite forcée vers autre chose, et donc vitesse d'excitation printanière. En même temps, on a une conduite et un alignement du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel qui va se concrétiser certainement, qui va être à son, à son à parler d'apogée, c'est pas terrible, ça veut pas vraiment dire ça, mais quand on prend le terme apogée en général dans le vocabulaire, c'est-à-dire qu'on est au maximum d'une situation où son point focal, en tout cas, hein, le point focal de cette conjonction Jupiter-Uranus a donc lieu en avril, le 14 avril, je crois. Qu'est-ce qui détend aussi cette pleine lune? Ben, c'est Saturne, oui, donc voilà. On est bien dans
quelque chose de pragmatique et en même temps d'épuré, de sobre, qui va vers le naturel, hein, parce qu'il y a aussi cet impératif. Il est impératif de retrouver la nature. Mais Uranus, aïe, 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 Uranus, c'est uniquement tensionnel, donc il y a grands efforts à faire, des remises en question, des choses qui nous, des grandes idées, des grands principes, des grands objectifs qui grincent. Là, ça va pas. Mais de l'huile, bon, alors avec la pleine lune, on va mettre un peu d'huile, j'espère. Là aussi, ça grince un peu. Il va falloir admettre des choses qui pouvaient sembler jusqu'à présent incroyables. Incroyables, hein, parce que oui, il y a cette notion d'incroyable, comme qui faisait enfin, qui a été beaucoup à sujet au moment de la Révolution française, les incroyables. Ben, regardez, Vénus oppose Uranus, c'est incroyable. Hein. Il va falloir digérer l'incroyable et on en est encore, on n'y est pas encore. Hein. Alors, est-ce que ça a rapport aussi avec la prise de conscience qu'on n'est peut-être pas tout seul dans l'univers et que ça peut, ça peut. Et puis que de toute façon, il faut élever notre esprit et nos vibrations justement pour comprendre au-delà du matérialisme dans lequel on baigne dans notre civilisation. Alors vous allez me dire Jupiter et Saturne, ben, il n'y a pas plus matérialiste hein, comme fonction planétaire. Et justement, il faut accorder, faire, faire monter la matière en vibration. Donc on a encore du travail à faire. C'est pas encore gagné à cette pleine lune. Et on voit que là, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte à l'Occident. Tandis qu'à l'Orient, on a les rapides, on a des choses sensitives, Vénus, Mars, euh, et relationnelles. Hein, on est dans la carte automnale, donc la carte énergie, espace, temps, c'est la carte du temps et la carte où on établit les relations. Voilà. Sujet-objet, relation. Donc là, on tisse le tissu social se tisse au signe d'automne. Alors, regardons un petit peu l'héliocentrique sur ce thème. Alors, en héliocentrique, on a Mars en Sagittaire qui fait un demi-carré à Pluton. On sait qu'on a un énorme problème de guerre sur cette planète-là. Et puis, vraiment, le sujet ultime, je pense que l'histoire de la terre d'Israël, c'est le sujet ultime. Ça fait des millénaires que ce pays est en guerre. Et nous arrivons peut-être aussi, voilà, avec cette crise. Là, maintenant, il faut résoudre le problème, ou si on peut pas continuer à vivre sur Terre comme ça. Voilà ce qu'on peut se dire. Alors, on voit que sinon, la figure est super bien structurée, mais il y a ce petit Mars Sagittaire qui est à l'emmerdeur. Tout n'est pas gagné. Il faut, en plus, ce qu'il faut combattre, c'est vraiment l'irréductible. Irréductible Pluton, qui, vous voyez, 29 degrés 52 du Capricorne, va rentrer en Sagittaire, ben, je crois que c'est en Verseau, pardon, en héliocentrique, au mois d'avril. Et ça, c'est cette entrée hein, de Pluton en Verseau qui va se produire en héliocentrique une seule fois, hein, parce qu'en héliocentrique, les planètes, elles ne font que avancer, tandis que ici, en géocentrique, comme nous venons de le voir, eh ben, on peut les voir rétrograder, comme actuellement Jupiter et Mercure. Ils font marche arrière, marche arrière. Donc Jupiter jusqu'au 31 décembre. Après, elle reprend marche avant. Et donc, elle sera conjointe à Uranus bientôt. Et Mercure jusqu'au 2 janvier. Et donc, conjointe à Mars le 28, elle va reculer un petit peu. Puis après, elle va repartir. Donc, je reviens sur l'héliocentrique. On en était à dire que justement, Pluton en héliocentrique va entrer dans le signe du Verseau définitivement pour une vingtaine d'années. Et donc, ça marque évidemment un changement parce qu'en fait, Pluton, si vous observez bien les aires, ça nous marque des aires de temps. Pluton. Alors, quand elle était en Scorpion dans les années 80, elle n'y passait que 15 ans. Parce que justement, elle était à son périhélie. Le périhélie de Pluton est à 13 degrés Scorpion. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré périhélie aphélie, le dessin. Ben, je peux le remontrer d'ailleurs. Ça marche pour toutes les planètes. Hein. Voilà.
Donc, pour Pluton, elle est à 13 des Scorpions au périhélie. Elle passe 15 ans dans le signe du Scorpion à notre époque, large, hein. Et donc, elle est à la Phélie, à 15 degrés Taureau. Elle passe plus de 25 ans dans le signe du Taureau, sur un cycle de 249 ans. Je reviens sur le thème. Et donc, quand elle va rentrer dans le signe du Verseau, ben, c'est pour une vingtaine d'années. Ce sera marqué dans l'article. Allez lire l'article pour les détails précis. Marqué là. Donc, évidemment, ça va être le tournant marquant, même si en géocentrique, elle va rentrer en Verseau, puis elle va revenir en Capricorne encore, et elle ne reviendra définitivement en Verseau qu'en 2025. Mais elle va refaire en géocentrique un petit comeback en Capricorne encore de 6 mois à peu près cette année. L'année dernière, où elle a passé seulement 3 semaines en Verseau, puis revenu en Capricorne. Donc, vous voyez, on a donc Jupiter-Uranus en avril. Alors, regardons plus précisément ce thème. Alors, la Terre, qui est en tension avec Uranus, avec Vénus, comme on le voit également d'une autre manière dans le thème géocentrique, mais qui est aussi en trigone avec Saturne, donc il y a beaucoup d'abnégation, Saturne-Poisson, de détachement. Vraiment, on détache les derniers oripeaux, les dernières croyances. Là, ça se fait tout seul, on se détache, hein, dépouillez-vous. Ça dit ça, Saturne. Et notre Pluton est opposé à Mercure. Ah oui, on a aussi une opposition. Donc, Mercure-Pluton. Donc, petit t, alors un petit regard sur le RET. Mercure, qui va de transcendance de la représentation, donc qui va de la représentation à la transcendance, de l'unique au multiple, du connu à l'inconnu, et Pluton, qui est le pouvoir même de la transcendance, donc le gardien du mystère. Même, il y aura toujours, ça fera toujours partie de la vie aussi, le côté mystère, le côté nuit, mais le côté connaissance. Et quand on apporte évidemment la connaissance dans la nuit, eh ben, on avance, on propulse. C'est un cycle infini. Voilà, c'est le cycle des fonctions de la vie et tout est tout le temps en train de fonctionner. Donc, c'est pas parce qu'on aura trouvé quelque chose que on va s'arrêter là. Ben non, ça va nous propulser, Uranus, vers une nouvelle façon de se représenter les choses, le monde, et puis ça va nous éclairer pour comprendre euh, les mystères, ce qui nous est mystérieux. Et donc, au milieu de tout ça, on a le moteur, Mars, le duel de l'existence. C'est ce qui fait, c'est le moteur de la vie. Et c'est pas que la guerre. Justement. Quand on voit Mars dans un thème, il faut bien penser duo ou duel à notre civilisation gréco-romaine, hein, et puis même beaucoup de les civilisations impérialistes dans leur ensemble, bah, du Japon, euh, même aux empires peut-être Maya, Inca, hein, à revoir, mais pour toute l'Eurasie, hein, Japon, Chine et tous les empires jusqu'au nôtre, hein, parce que nous, toujours dans l'empire de Rome en fait, hein, et bien, on toujours dit Mars, c'est le dieu de la guerre. Oui, c'est pour ça, c'est pour instaurer l'impérialisme. Que Mars, dans sa nature, c'est le duo ou duel de la vie, mais pas forcément duel. Si on apprend à faire duo, justement qu'on élève les fréquences, eh bien, on fait duo. Hein. C'est comme on chante à deux voix, on fait un duo. On ne chante pas la même chose. Et bien voilà, tout ce qui va être justement complémentaire pour produire quelque chose de plus beau. Dans ce cas-là, on fait du Jupiter, on construit. Si on fait duel, on déconstruit. Et on va vers l'anéantissement. Donc le choix à chaque instant est entre nos mains. Bien, la seule chose à saisir, c'est bah, il est où le choix. Voilà, alors je reviens sur les thèmes après cette petite explication RET. Donc nous sommes là sur le thème héliocentrique de la pleine lune, je m'y attarde un peu. Et donc nous voyons bien que notre Mars, quand il est titillé par un demi-carré de Pluton, évidemment, il va avoir envie de faire duel. Il n'est pas aidé pour faire duo, mais c'est
Les, donc, les traits rouges en pointillés sont les aspects tensionnels, donc binaires dans le thème opposition, divisé par 2, carré divisé par 4, demi-carré divisé par 8. Euh, c'est comme dans un escalier, c'est la marche pour monter, pour que arriver sur le palier, la contre-marche, voilà, avec les aspects ternaires qui sont en bleu, donc on a les plus harmoniques directement, c'est harmonique, c'est plus facile. Là, on est sur la marche, tandis que dans les aspects tensionnels, on est dans la contre-marche. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut s'élever au moment où Pluton s'apprête à entrer dans le signe du Verseau, pour régler le problème de ces guerres. Sinon, on va. Le choix, c'est effectivement, il y a l'option un avenir plus éclairé, tourner vers l'univers, quelque chose de plus universel. Hein. C'est pas du tout impossible qu'on découvre nos compatriotes humanoïdes des autres planètes qui vibrent dans d'autres fréquences que nous, ce qui fait qu'on ne peut absolument pas les capter dans notre dimension matérialiste. Et plus on va s'élever, et là on est titillé pour s'élever. Et puis par rapport à l'absolu, hein, c'est pas par rapport à quelque chose de relatif, comme il s'agit. C'est par rapport à la loi de la vie, de l'univers, loi universelle et intangible qui, elle, ne change pas. Il s'agit de la comprendre. Et Mars, c'est le moteur de la loi de la vie. Il est là. Voilà notre façon, à nous terriens, de nous voir dans notre système solaire. Hein. Ça va pas plus. Mais ça peut être drôlement aidant de comprendre comment on fonctionne dans notre système solaire, justement, pour entrer en communication avec d'autres éventuellement. Alors voilà. Je vais quand même aller voir un petit peu plus loin. Non, je voulais aussi parler de Vénus opposée Neptune. Donc là, c'est au niveau de l'émotionnel que ça se passe, dans un plan pratiquement équinoxial, donc à valeur égale. Hein, dernier 29e balance Vierge pour Vénus et 27e Poisson pour Neptune. Donc Vénus, ce qui nous plaît, premièrement, hein, et Neptune, c'est tout ce qui nous déplaît. C'est quand même inconnu, mais ça remonte, ça s'impose, ça nous brasse, ça nous remue, c'est plus grand que nous, ça nous emporte. Euh, bon, alors évidemment, on peut être emporté vers quelque chose qui ne nous est pas a priori plaisant, qui oblige aussi à élever notre âme pour être dans la bonne fréquence. Mais c'est détendu par un petit Mercure qui, voilà, Mercure Cancer, donc il y a une compréhension du tout qui s'opère. S'il y a une compréhension du tout, on vit beaucoup mieux et même de manière émotionnellement très riche cette opposition Vénus-Neptune. Bon, il faut que Mercure digère Pluton. Donc, reconnaissent la justesse, la vérité, toujours par rapport à une quête de justesse, de vérité, que tout ça sonne juste, en fait, entre l'apparence, le ressenti et la nature même profonde des choses, des événements, de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Donc, un petit coup d'œil sur, je regarde, je regarde moins les deux autres thèmes parce que là, c'est typiquement local, donc c'est vraiment pour moi. Bon, là, c'est un peu plus fonctionnel. Vénus 101 opposé Uranus 7, hein, il y a du boulot sur la valorisation du côté uranien de, justement de ce dans quoi on se reconnaît. En l'occurrence, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, hein, c'est l'astrologie. Et ici, le thème équatorial qui est valable, lui, pour toute la Terre et qui est plutôt alors c'est le thème du référentiel objet. Il est gradué en ascension droite dans le plan de l'équateur et on y considère les déclinaisons, c'est-à-dire au-dessus ou au-dessous du plan de l'équateur. Vous voyez, la Lune, pour démarrer, elle est très haute en déclinaison. Le Soleil ne dépasse pas 23 degrés 26. Ben, la Lune, là, elle a ses 5 degrés de latitude en plus, elle est à 28 degrés de déclinaison. Et donc là, de ce côté, ça redescend. Et on va la voir. Donc, on peut regarder s'il y a des différences entre le modèle et son application, parce qu'on peut les voir comme ça, c'est deux thèmes. Un thème objet, c'est le modèle, c'est la façon dont on voit les choses. Et le thème relation, c'est concrètement comment ça se joue
sur le terrain. Et le thème intégration, c'est ce qu'on en retient en soi collectif, c'est l'en-soi collectif. Là, et le thème sujet, c'est en soi individuel. Donc là, c'est intéressant à considérer parce que c'est valable, c'est l'état d'esprit planétaire. C'est le thème P2. Ici, c'est la scène qui se joue chez nous, là, c'est localisé. Ici, c'est pas localisé, mais c'est le point de vue apparent du point de vue terrestre où on dit ah, le Soleil tourne autour de la Terre. Et c'est une façon de voir, hein, c'est le monde des apparences. Là, on retrouve une dissonance donc, de Mercure-Mars sur Neptune. Bon, ça nous refait penser au carré demi-carré de Mars à Pluton ici. Donc, c'est ce qui vient perturber le thème objet. Donc, ah ouais, ça va secouer dans les chaumières, hein, ça va secouer dans nos façons de voir les choses. Et ça peut aussi parler de la volonté de vouloir déplacer beaucoup de populations. Parce qu'on voit aussi avec Neptune les foules, les mouvements de foule, de masse humaine ou de toute autre sorte de masse, mais entre autres humaine. Donc il y a des tours de passe-passe à surveiller de ce côté-là. Et là, c'est Uranus qui est sec en aspect, qui fait une opposition, qui ne reçoit qu'une opposition de Vénus. Alors, on parle toujours, c'est la planète rapide aspecte la plus lente. Alors voilà, et donc on va arriver au dernier quartier. Donc on va voir au cours de la semaine que la Lune a bien descendu en déclinaison. Elle est en dessous du plan de l'équateur au moment du dernier quartier, qui advient le 4 janvier à 4h30. Dans ce thème, la Lune étant dans le signe de la Balance, de même que l'ascendant était en Balance pour la pleine Lune. Ici, la Lune est dans le signe de la Balance. Uranus est au descendant en Taureau, se grossit, reçoit un trigone du Soleil. Waouh, là, il va y avoir il y a quelque chose qui se lève, hein. Il y a de l'alternative peut-être. Sa mort, hein, peut-être sa mort aussi, parce que sa mort au niveau de la température, c'est possible, oui, parce que comme Mercure-Mars en Sagittaire, bon, Soleil, Capricorne et Pluton, Capricorne, et la maison 2, c'est l'axe des températures de 8. Non, c'est l'humidité, qu'est-ce que je dis? C'est 5, température 5, 11. Bon, bah, c'est plutôt doux, mais en revanche, il ne va pas faire très beau. Alors, je sais, Omad, effectivement, ce sera intéressant de faire des thèmes, par exemple, pour le Québec, parce que il y a certains qui nous suivent, qui sont du Québec. Ça me fait grandement plaisir, d'ailleurs, de parler à toute la francophonie. C'est une grande joie pour moi. Évidemment, je localise quelque part, en l'occurrence, c'est moi. Et quand l'occasion se présente, peut-être on va la créer, l'occasion. On fera ça en 2024. Je prends des bonnes résolutions. Là, aujourd'hui, c'est comme pour le bulletin astronomique, je suis un petit peu bousculé par les fêtes, la famille, etc. Je n'ai pas le temps de m'y consacrer tout autant que d'habitude. Et la semaine prochaine, ça va être encore pareil. Donc là, je me lâche un peu avec vous sur les commentaires astrologiques, mais l'article va être également en ligne avec le minimum nécessaire astronomique pour ne pas perdre le fil des événements célestes. Donc, dans ce thème du dernier quartier, la Lune qui, elle, est bien dans le signe dans l'axe des températures, alors on penserait qu'on a plutôt une température modérée pour chez nous, fait un carré au Soleil, Capricorne, et c'est tout ce qu'on a de diurne, hein, la Lune en Balance. Il se prépare une irruption d'une nouvelle tête. Il serait temps, peut-être. Mais bon, la vieille s'accroche comme un malade, hein. Alors, nous avons Mars sur le degré précis du Soleil de Emmanuel Macron, un Mars trigone Jupiter et toujours double, avec sextile de Saturne à Jupiter et à Mars. Alors là, on a l'harmonie parfaite de l'existence extensive. Je vous montre donc, c'est les Mars, le pouvoir de l'existence de l'existence.
de l'existence, duel de la vie, et ses relais, Jupiter vers le Soleil, donc vers l'unification, et Saturne vers la multiplication, la démultiplication, donc qui est marquée par la fonction plutonienne. Donc là, les deux, on a les grands bras, qui font tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. C'est quelque chose qui s'opère quand même concrètement, c'est vachement harmonique. Après ça brasse quand même. Alors, Vénus, carré sec à Saturne. Jupiter se trouve en carré à Pluton. C'est en train de passer quand même. C'était, puisque maintenant elle prend son. Elle est restée longtemps en fait en carré à Pluton. Hein. Il y a vraiment ça signe un malaise social, ça, un profond. Là, quelque chose va peut-être s'arranger, puisque Jupiter maintenant a repris son mouvement direct. Nous sommes le 4 janvier. Et donc s'écarte du carré de Pluton. Le carré est séparant. Et nous avons également donc Saturne, qui est un pôle très équilibrant, harmonique, qui est le pivot de l'harmonie de l'existence extensive, comme on vient de le dire, mais qui reçoit quand même un carré de Vénus, donc il y a du sacrifice. Vénus qui est entrée entre-temps dans le signe du Sagittaire, donc qui va expandre tout ce que les choses poignantes qu'elle a pu traverser en Scorpion, ça se démultiplie, et ça s'étend. Au Sagittaire, on va aller jusqu'au bout des aventures amoureuses, de nos choix, de nos préférences, de ce qu'on aime, mais non, non, ça passe pas. Non, il faut réviser concrètement, ça passe pas. Voilà ce que dit Saturne. Dépouille-toi encore de tes illusions de préférence, des illusions de tes préférences. Et nous avons également Neptune qui reçoit un carré de Mercure, et seul un carré de Mercure. Donc encore de l'égarement, incertitude et égarement. Donc tout ça, ça se passe en nocturne. C'est donc non manifesté, enfin non visible. Si là on a le côté manifesté ici, le côté non manifesté ici. Après, ça se passe en dessous du plancher et ça se passe au-dessus. Ça, c'est dans le mode privé, mais privé partagé avec les autres. Vous voyez qu'on a les lourdes. Neptune, Jupiter, Uranus. Ils se préparent vraiment une grande transformation, une nouvelle orientation. Et puis là, c'est le champ est libre. Hein, on va faire de l'inconnu, jamais vu. Et puis, lune balance, on va se retrouver secoué, essayer de retrouver l'équilibre. Évidemment, on est dans un moment un petit peu déséquilibré, mais c'est la vie. On s'en sort bien, hein, quels que soient les remous qu'on traverse, on les traverse. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'intérêt d'observer les thèmes astrologiques, c'est qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on traverse. C'est comme en mer, si vous avez, le marin, s'il a sa carte du ciel, qui reconnaît ses étoiles en fonction de leur hauteur, etc., eh ben, il va moins se perdre. Et quand vous prenez tout bonnement une carte routière pour vous repérer. Je sais bien que maintenant on est au GPS et que il va falloir intégrer tout ça dans nos GPS. Alors en héliocentrie, Vénus est carré à la Terre et Mars est carré à Neptune. Ça reprend un petit peu ce qu'on a vu précédemment dans le thème géocentrie. Et je crois qu'il se fait un peu tard. Pour ce but-là, ça doit suffire en information et en expectative. Je pense que vous avez peut-être des remarques, des commentaires. Alors, merci de les mettre. Je vous ai déjà briefé en début de vidéo. Je ne reprends pas ça à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, l'année prochaine, pour attaquer la quatrième phase de la troisième
lune d'automne au nord et printemps sud, aller jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier, et là qui actera le thème, la lune. Le soleil donne la tonalité, c'est le maître, la tonalité maîtresse, et la lune va acter, va donner corps à cette tonalité maîtresse. Donc ce sera le 11 janvier. Alors bon, on finit par un petit retour sur le thème du solstice. Allez. Le voici, le thème du solstice. Le thème du solstice, il voit Vénus Scorpion opposé Uranus sur la ligne d'horizon. Et il n'y a que Uranus qui est diurne. Il y a le milieu du ciel est en Lion. Donc on a vraiment, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça va marquer un tournant exceptionnel, quelque chose de poignant, vous voyez, une torsion comme ça. Et ça peut tourner la tête. Hein. C'est un peu, ça peut être flippant, ça fout plutôt les chocottes. Hein. C'est un peu Halloween, cette opposition, si on n'y est plus. C'est affronter, c'est rentrer avec courage dans les forces de la nuit et s'en remettre à ce qui nous propulse. Donc on est sur une bonne assise concrète, ça c'est vachement chouette. Concrètement, on a une bonne assise et puis on a des bonnes idées. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui voient très lucidement et qui ont de très bonnes idées et qui parlent de manière à créer la paix, là où d'autres sèment la guerre avec délectation. Certains, comme Idriss Aberkan, par exemple, pour ne pas le citer, toujours la réaction propice à partir de ce terrain miné. Sur ce terrain miné, qu'est-ce que je fais pour apporter la paix? Moi, je marche à fond avec, dans cet état d'esprit. Et donc, c'est là-dessus que je vous quitte, mes chers amis. Je vous souhaite une très bonne semaine, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine, en espérant faire encore de grands bons aussi dans l'almanach des faits célestes. À bientôt!